La dernière fois qu'elle est venue dans cette émission, elle incarnait Madame de Maintenon, d'après le roman de François Chandernagor, L'Allée du Roi. Cette fois-ci, on la retrouve pour un tout autre spectacle, un requiem de la Nativité, où elle va interpréter des lectures. Marie-Christine Barraud, bonjour. Bonjour. On s'est vu il y a peut-être 2 ans et demi. Je garde un souvenir absolument lumineux de l'émission que nous avions faite et je propose aux téléspectateurs d'aller la regarder sur le site de KTO parce qu'elle y est encore en ligne. Et on avait vérifié si je dis les mêmes choses. Hein? Non, mais justement, je l'ai re-regardé cette émission. On avait beaucoup parlé de femmes, des femmes qui avaient traversé votre existence. On a beaucoup parlé d'hommes aussi. Donc évidemment, on va parler d'autres choses. Mais c'est vrai que vous interprétiez Madame de Maintenon à l'époque, qui est une femme effectivement flamboyante. Là, l'actualité qui vous concerne, on n'est plus du tout sur le même registre. On est sur une actualité, est-ce que je dois dire une actualité religieuse, un requiem de la Nativité, vous faites des lectures avec Michael Lonsdal, oui, on peut dire ça. Il y a quand même des textes qui sont... Il y a des textes profanes, mais il y a des textes religieux. Il y a des textes de la Genèse, il y a des textes... Enfin, c'est un mélange, c'est bien d'ailleurs, parce que puis déjà, Requiem de la Nativité. Oui, déjà, à la base. Déjà, on voit bien que c'est pas orthodoxe. Ça pose son Requiem. Ouais. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce genre de projet quand on vient vous chercher, qui sont des projets toujours un peu à part? Je pense qu'on ne vient pas chercher n'importe quelle actrice sur un projet comme celui-là, pas n'importe quelle voix. Déjà, Arnaud Dumont et moi, on a une histoire. Alors c'est celui qui a écrit le Requiem et que nous retrouverons en deuxième partie d'émission, puisque c'est lui qui viendra s'asseoir à côté de Marie-Christine Barraud. On le précise quand même. On lui prépare sa place au show, Arnaud. Arnaud est guitariste. Et j'ai fait pas mal de choses avec lui en tant que guitariste et moi actrice, des soirées de poèmes, de textes où la guitare et la voix se répondent. Et puis voilà qui nous a commis son requiem. Donc, vous dites ça comme si c'était un péché ou comme si c'était. Oh non, mais c'était une grosse chose. Hein. Ouais, c'est énorme. Mais enfin, il avait composé d'autres choses avant, mais là, c'est une grosse affaire, comme on dit. Et voilà, donc j'aurais mal vécu le fait qu'il ne me demande pas d'y participer. Vous y trouvez quoi, vous, à titre personnel, outre l'amitié qui vous lie à des artistes? Qu'est-ce que ça vous apporte? Est-ce que ça vous nourrit, ce genre d'expérience? Ah oui, mais alors c'est pas parce que c'est religieux, pardon, voilà, même si on est sur KTO, c'est pas parce que c'est religieux. Il se trouve que j'aime aussi les textes quand ils ont ils sont dans la spiritualité et dans le questionnement religieux, parce que ça fait partie de ma vie. Mais j'ai le même plaisir à faire ce genre d'expérience avec des textes tout à fait profanes. Là, je sors d'un week-end sur Julien Gracq avec un accordéoniste. J'ai tout le temps des expériences différentes. Ce que j'aime, c'est mélanger voix et musique. J'aime cette collaboration avec toutes sortes de musiciens, toutes sortes d'instrumentistes et toutes sortes de textes. Il y a une espèce de connivence entre les mots et les notes qui est d'une créativité extraordinaire pour nous. Et je pense un vrai charme pour le public qui, quand il entend un texte, a le temps, parce que les textes sont souvent assez compacts quand même, assez forts, et il a le temps de la réflexion à travers le moment musical qui l'accompagne, parce que texte, c'est beaucoup, musique, c'est beaucoup aussi, mais le passage de l'un à l'autre, à la fois repose et rend le spectateur plus disponible. Mais c'est jouable sur tous les textes, ce procédé-là? Est-ce que vous qui aimez tellement Claudel, est-ce que ça peut se faire sur le Claudel? Je l'ai beaucoup fait avec Claudel. À Claudel, généralement, on le fait souvent avec de l'orgue. Parce que là, le souffle de Claudel a besoin... Claudel et la flûte, par exemple, c'est... Oui, c'est pas forcément l'instrument. Ou l'harmonica, par exemple. Mais avec l'orgue, c'est magnifique, Claudel. Si. Oh, écoutez, pour le moment, je ne connais aucun texte qui ait résisté à la musique. Ouais. Mais ça veut dire qu'il faut choisir, à bon escient, à la fois l'instrument et puis surtout le musicien, parce qu'il faut des musiciens qui ont vraiment une écoute. Bon, là, c'est différent. Hein. Là, c'est à nous, on est 4, hein, à nous insérer dans la musique. Est-ce qu'il y a un grand texte, ou d'ailleurs même peut-être pas forcément un grand texte, mais un texte comme ça que vous n'avez pas encore eu l'occasion de dire sur scène ou lors de ce genre d'événement, que vous aimeriez vous mettre en bouche et pouvoir proposer au public, ou un rôle que vous n'avez pas encore pu jouer, avec ou sans musique, hein, Marie-Christine Barraud?
Mais c'est-à-dire que j'ai des curiosités qui sont tellement Diverses et qui se mettent en marche constamment. Si je m'écoutais, enfin je veux dire, si j'écoutais tous mes désirs, là j'ai du travail pour jusqu'à 2100 ou 2080. C'est terrible, parce que c'est vrai que je suis d'un appétit de texte, d'un appétit de porter des textes sur scène. C'est pour ça que finalement les lectures, ça me convient bien. Parce qu'une lecture, ça ne demande pas autant de temps de préparation qu'une pièce de théâtre. Une pièce de théâtre, il faut quand même avoir quelques semaines devant soi, à la fois pour répéter et pour jouer. Et les lectures me permettent de passer d'une chose à l'autre. C'est pas superficiel, hein, c'est pas pour autant que je travaille pas dans la profondeur, mais ça permet une grande diversité. En termes de musique, vous écoutez quoi chez vous, puisqu'on parlait de musique? Je veux dire, quand Arnaud Dumont n'est pas là et que vous n'écoutez pas en boucle son Requiem de la Nativité, vous écoutez quoi, vous? J'écoute de moins en moins de musique chez moi, puisque j'ai la chance d'être sur scène avec des musiciens, et donc non seulement de vivre la musique live, comme on dit, mais de participer, d'être participante de la chose musicale. Ce qui fait que pour moi, mettre un disque chez moi, c'est pauvre. Même si c'est un très bel enregistrement, j'écoute de la musique pour préparer mes spectacles, j'écoute de la musique pour me souvenir, pour me remémorer ce que c'est, parce que je ne connais pas tout par cœur, loin de là. J'écoute éventuellement de la musique quand je dois travailler avec quelqu'un. Dernièrement, il y a un jeune pianiste qui m'a demandé de travailler sur Granados. Alors, j'ai cherché des textes espagnols, de Lorca et tout. Donc, j'écoutais un peu de ce qu'il allait jouer pour me rendre compte de ce que c'était. Mais en fait, j'ai énormément de disques. Je suis très contente c'est un peu comme les livres. Je suis contente de les avoir parce que les livres, je peux les feuilleter à n'importe quel moment. Et les musiques, je peux les entendre si j'ai besoin de les entendre. Mais je ne mets pas de musique chez moi comme ça, le matin en me réveillant. On vous sent très passionné par votre métier. Il n'y a pas de lassitude. En tout cas, on ne la sent pas ou vous ne la montrez pas. Ah non, mais il n'y en a aucune. Il n'y en a aucune. On ne peut pas la sentir. Mais qu'est-ce qui fait que ce désir, comment on fait pour maintenir ce désir-là? Ce désir d'acteur, ce désir de dire des textes, de déclamer, de curiosité. On sent que vous êtes très ouverte à beaucoup de choses. Et puis plus c'est difficile, plus je suis partante. Là, j'étais à séjourner Julien Gracq. Déjà, le Julien Gracq, c'est pas facile. Et il y avait un professeur d'université qui était là, qui était venu faire un parallèle entre Julien Gracq et Claude Simon. C'est-à-dire que Julien Gracq, à côté de Claude Simon, c'est un peu comme un peu des poèmes pour enfants, à côté de Claude Simon. Et je parlais avec elle au petit déjeuner à l'hôtel où nous étions, et elle me disait qu'elle allait bientôt organiser une lecture un événement autour de Claude Simon. Et je lui disais, c'est très très difficile. Elle m'a dit, est-ce que vous accepterez de lire des textes? Et je sais que c'est très difficile. Et immédiatement, j'ai bavé de gourmandise en disant oui. Et je me suis dit, ça va être l'occasion, parce que Claude Simon, c'est très difficile à lire, et que peut-être, moi toute seule, je ne vais pas faire cet effort pour moi seule. Oui. Mais à partir du moment où on me demande d'être celle qui va justement faire entendre, ça va m'obliger à rentrer dedans et à percer le mystère de cette langue touffue. Et immédiatement, je suis comme dans un gourmand dans une pâtisserie. Oui. Oui, c'est pas que le défi, c'est pas que le goût du défi, c'est le goût d'avaler, de digérer. Un bonheur à dire des textes. J'ai un bonheur, mais extraordinaire. Je crois que je suis plus qu'une actrice, enfin au moins ou à côté, j'en sais rien. Je suis devenue plus une musicienne. C'est-à-dire que j'ai le plaisir Moi, je dis toujours, quand je travaille avec des musiciens, que je suis... s'ils sont 4, s'ils sont un quatuor, je dis, maintenant, vous êtes un quintet avec moi. J'ai toujours le sentiment de m'utiliser, moi, comme instrument avec les musiciens. Et au fond, j'ai le même plaisir à travailler les textes et à les faire entendre qu'un musicien a joué une œuvre musicale. Je me souviens, dans l'émission que nous avions faite il y a quelque temps, vous disiez, il faut m'imaginer enfant, genre Brigitte Fossé dans Jeux interdits, la petite blonde toute mignonne, toute douce, mais alors derrière un tempérament de feu et une révolte qu'il fallait que je canalise d'une manière ou d'une autre. Et quelque part, cette vocation de comédienne, c'était la vie ou la mort, quoi. C'était ça ou rien. Et ça m'avait beaucoup marqué quand vous aviez dit ça. Rilke et des lettres d'un jeune poète. Lettres d'un jeune poète de Rilke qui avait orienté complètement votre choix. Enfin, oui. C'est vrai qu'on ne sait pas bien quand on est en adolescent. Si c'est un vrai désir profond ou un petit caprice. Quoi, voilà. Et c'est drôle parce que depuis, j'ai fait un spectacle sur Rilke avec un comédien et un clarinettiste. Et justement, on a illustré
Les lettres à un jeune poète par toute la poésie de Rilke. J'ai fait un travail avec lui, on a cherché tous les poèmes qui disaient ce que Rilke dit à ce jeune poète. Et j'ai retrouvé évidemment la même passion que j'avais eue adolescente à lire ces lettres où Rilke dit mais vous n'avez pas besoin de vous demander si votre poésie est bonne ou pas bonne, c'est pas le problème. Le problème, c'est de savoir si vous allez mourir si on vous empêche d'écrire de la poésie. C'est cette nécessité-là qu'il faut trouver en soi. Et bien cette nécessité-là, je l'ai ressentie petite fille, mais c'était plus diffus. Adolescente, ça commençait à se préciser. Et à l'âge que j'ai aujourd'hui, je suis absolument toujours pareil. Et je suis reliée à cette adolescente, mais heure par heure, en me disant, je suis en train de vivre le rêve que j'avais adolescente. Mais on ne peut pas quand même... Il y a un truc qui me fait tiquer dans ce que vous dites, Marie-Christine Barraud, c'est bonne ou pas bonne, cette poésie, si c'est ça votre vie, il faut y aller. OK. Mais bon, si c'est pas bon, au bout d'un moment, je n'étais pas kamikaze, je m'étais quand même dit... Vous aviez un don, vous l'aviez compris. J'avais un don surtout de travail. J'avais le don du travail. Parce que je n'étais pas plus douée qu'une autre et j'étais plutôt même moins douée qu'une autre. Je pense que j'aimerais pas aujourd'hui qu'on me sorte un petit reportage en me disant voilà comment tu étais à 19 ans et voilà ce que tu... Voilà. J'aimerais pas du tout. Enfin, ça m'amuserait, ça m'attendrirait peut-être, mais je me dirais, j'avais un chemin énorme à faire. C'est pas que j'étais douée, je crois que je crois que le désir est plus important. Mais un désir étayé sur le travail. Je savais que c'était un énorme travail, mais même aujourd'hui, je sais que c'est un énorme travail. Je vous assure que je ne me contente pas de faire ce que éventuellement je saurais faire. Je suis toujours en train de travailler, d'essayer d'approfondir à la fois le savoir-faire, parce qu'il y a un petit savoir-faire. Par rapport au texte, par rapport à la compréhension, par rapport à et ça me fascine, ça me passionne. Je veux dire, c'est ça qui fait que j'avance, c'est que ça me passionne. C'est rigolo parce que ce que vous dites, pour moi, ça fait écho à deux acteurs qui sont venus sur ce fauteuil. Le premier, c'est Jean Piat qui avait dit, ça m'avait vraiment intéressé, il a dit la vocation, elle naît du travail surtout. Alors là, voilà, et là, vous n'allez pas du tout adhérer avec le reste. Et Michael Lonsdale, avec qui vous allez faire les lectures du Requiem de la Nativité, il dit, moi, je ne travaille jamais. Ça vient, je laisse monter, ça vient, je ne travaille pas, je fais le creux en moi et je laisse monter. Mais ce n'est pas du tout antinomique. Pas du tout. Ah d'accord. Parce que le travail, ça consiste... on est deux personnes quand on est un acteur. On est un instrument et un instrumentiste. L'instrumentiste... S'il joue sur un mauvais instrument, il n'en sortira jamais quelque chose de très bien, de très intéressant. Donc le travail, en fait, il est sur l'instrument. C'est un travail en amont. C'est un travail que j'ai fait, moi, pendant des années, en faisant du chant, en travaillant avec cet extraordinaire professeur de chant pendant 30 ans, qui me faisait travailler des vocalises, ma voix, la respiration, vous avez fait ça? Oui, j'ai fait ça. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je suis comme Michael. Je rentre en scène là, avec une espèce de disponibilité que la chose passe à travers moi. J'ai toujours dit, nous sommes un lieu de passage, les acteurs. C'est pas plus que ça, mais c'est essentiel et c'est énorme. Et tant qu'on n'a pas... Et Michael, je suis sûre qu'il a fait comme moi. Je veux dire, il a travaillé son instrument, sa voix, sa respiration, l'intelligence du texte et tout. Maintenant... qu'au moment où il entre, aujourd'hui, quand il entre en scène, il n'est plus à se préoccuper de ça, je suis d'accord. L'instrument est prêt, il est prêt tout le temps maintenant. Mais oui, moi aussi, je suis prête. Mais tout ce qu'il y a derrière... Et de quoi vous êtes le plus fier, jusqu'ici, en tout cas, de tout ce que vous avez pu faire, quel que soit le support, théâtre, télévision, cinéma, de quoi vous êtes le plus fier quand vous vous retournez? Je dis en riant que ce dont je suis le plus fier, c'est d'avoir réussi à faire un numéro de trapèze au Gala de l'Union. Ah oui. En 1700, en 1700. Moi, j'étais pas née en 1700, mais vous, je ne sais pas. C'est 79, le bicentenaire des États-Unis, avec Guy Marchand à 20 mètres de hauteur sans filet. Pour quelqu'un qui n'est pas sportif, je veux dire, ça a l'air d'une blague. Il y a peut-être le vertige aussi. Et quel vertige, voilà. Absolument. J'étais verte, la première fois que je suis montée. Et en fait, je dis que je suis très fière de ça, ça n'a rien à voir spécialement avec mon métier, sauf que quand on m'a dit tu vas faire un numéro de trapèze, sur le papier, j'avais 0 chance d'y arriver. Et à l'arrivée, avec 6 semaines de travail, 4 heures par jour, les mains, on sent la peau qui s'en allait des mains, j'ai réussi à faire ce numéro. Et j'ai dit,
Je veux dire, c'était tellement le fruit justement du travail, d'une forme de courage et d'acharnement que j'en étais très fière. Fière aussi peut-être parce que si je ne m'abuse, le gala dont vous nous parliez, les fonds sont reversés ensuite à des associations. Il n'y a pas quelque chose comme ça. Vous ne faites pas ça pour vous. Non, vous faites ça, vous dépassez pour d'autres. C'est un moment de solidarité. On le fait justement pour les acteurs, pour les autres. On le fait ensemble. Enfin, je veux dire, il y a aussi ce côté-là. D'ailleurs, on ne le ferait pas sinon. Je veux dire, si on était venu un jour me voir en me disant tu vas faire un numéro de trapèze, je dirais bon, écoutez, adressez-vous à quelqu'un dont c'est le métier. Bien gentil. Tandis que là, le principe, c'est justement de faire quelque chose pour les autres. Ouais. C'est étonnant comme réponse parce qu'effectivement, on s'attend tout de suite à ce que vous vous rattachiez à un rôle qui vous a particulièrement marqué ou que sais-je. Mais bon, non, on ne s'attend pas à le numéro de trapèze de Marie-Christine Barraud. J'avoue que là, les images manquent. Elles y sont, il faut les chercher sur l'INA, je suis sûre qu'elles existent. C'était sur Antenne 2, je sais pas à l'époque. Ouais, et en fait, c'était en Amérique, on l'a fait en Amérique, on l'a fait à Los Angeles. Mais c'était, il y a eu un film, un reportage, et je vous assure, quand je me voyais là-haut... Et vous avez un grand regret, je ne sais pas, quelque chose à côté duquel vous êtes passé ou que vous n'avez pas encore fait, hein, ça peut être un regret momentané. On a forcément des regrets, votre vie, elle est faite de choix. Oui, il y a quelques rôles comme ça. Je sais que j'avais adoré le roman de Nina Berberova, l'accompagnatrice, et j'avais pris les droits, mais moralement, sans les payer. Et c'était des amis, et voilà, ça ne s'est pas fait. Finalement, ils ont donné les droits à quelqu'un d'autre, à Claude Miller, pour ne pas le nommer d'ailleurs. Et vous auriez voulu faire quoi, réaliser? Non, je voulais jouer le rôle de cette chanteuse, cette cantatrice. C'était un très beau rôle. Enfin, vous voyez, c'est vraiment des regrets tout à fait des regrets professionnels, oui, mais bon. Où il y a des rôles comme ça que j'aurais peut-être aimé jouer, mais j'en ai joué d'autres. Maintenant, alors par contre, j'ai acquis une grande sagesse par rapport à ça. Une grande distance? Sagesse. Non, de distance, non, de sagesse, oui. C'est-à-dire que souvent, je me dis, là, par exemple, cette année, je devais jouer une pièce sur Alma Mahler. J'ai toujours l'intention de la jouer, mais on n'a pas trouvé le théâtre et tout ça. Et tout à coup, je me suis retrouvée avec une espèce de période, alors que moi, mon agenda est surbooké 12 mois sur 12. Et là, tout d'un coup, comme j'avais gardé ce temps pour jouer, et tout d'un coup, il y avait une espèce pas de vide, mais enfin, il y avait une grande plage de libre. Une grande plage. Et il y a une période de ma vie où j'aurais pu être très, très angoissée en me disant « Oh là là, mais qu'est-ce que je vais faire ?» et tout. Là, je me suis dit « Je laisse venir. » Et en fait, effectivement, les choses sont venues au fur et à mesure. Et ça va même plus se voir maintenant dans mon emploi du temps. J'ai acquis une grande sagesse. Mais vous savez, c'est un métier dans lequel vous avez... Enfin, moi, personnellement, je suis assez boulimique quand même. Et je suis boulimique parce que je ne sais pas dire non, déjà. Parce que j'adore dire oui, j'adore. Je trouve que c'est extraordinaire de dire oui, parce que toujours derrière un oui, il y a de la vie en plus, il y a du désir, il y a des rencontres, voilà, il faut dire oui. Pour moi, c'est oui, mais on ne peut pas dire oui à tout. Mais le oui est vraiment, adhérer à un projet, c'est merveilleux. Mais donc, je ne sais pas dire non, et en même temps, tout me paraît tellement intéressant. C'est vraiment un problème. Je crois que je ne saurais pas m'arrêter. Vous êtes dans un métier où on dépend quand même beaucoup du désir des autres et où on se reflète beaucoup dans le regard des autres, que cet autre soit metteur en scène, réalisateur, spectateur. Évidemment, vous avez réussi à vous détacher un petit peu de ça ou pas? Enfin, faut peut-être pas forcément le faire. Je m'en suis aussi détachée, oui. Je m'en suis beaucoup détachée. Parce qu'on peut vite se rendre malheureux dans vos métiers, quand même. Oui, mais ça j'ai passé cette époque-là, j'ai passé. Au tout début d'une vie d'acteur, on a de cesse de se faire aimer. Je pense que quand même, il y a un déficit d'amour, en tout cas de confiance, chez les gens qui veulent être comédiens. Je crois que si on a vraiment tout ce qu'il faut dans ce domaine, je ne suis pas sûre qu'on choisisse un métier comme celui-là. C'est quand même un métier extrêmement dangereux, où on est constamment en train d'attendre que les autres vous disent que vous existez, que vous avez du talent, que vous êtes séduisant, que tout ça. C'est effarant quand on y pense. Normalement, c'est tout le contraire de la sagesse de l'être humain qui devrait trouver sa vérité intérieurement, la partager avec quelques intimes, puis ça s'arrête là, ça va. Après, bon, il fait des choses, mais nous, on est constamment une espèce de nudité et on attend que les autres vous disent mais oui, heureusement que tu es là. Et la plupart du temps, on fait des choses... Enfin, on se réveille le matin et on se dit mais si personne me demande de faire quelque chose, je n'existe plus. C'est pour ça que c'est horrible d'être au chômage quand on est acteur. C'est déjà difficile d'être au chômage pour n'importe qui. Mais acteur, c'est encore pire parce que c'est vraiment votre identité même qui est mise en jeu.
Donc ça, je pense que toute la première période de la vie d'un acteur, c'est être aimé, être reconnu et être aimé. Bon, après, ça va plus ou moins vite de se dire, quoi qu'il arrive, j'existe. Même si je n'ai pas la preuve 10 fois par jour que je suis aimée et que les autres me désirent, j'existe quand même. Puis on arrive... Il n'y a pas que des inconvénients à vieillir. On apprend beaucoup de choses. Et je trouve que, par exemple, moi, par rapport à mon métier aujourd'hui, j'ai un bien meilleur rapport avec le métier, bien meilleur. Je ne me sens pas diminuée, humiliée, frustrée, parce que tout d'un coup, par exemple, une chose ne se fait pas. Et puis ce qui se passe aussi, c'est qu'avec le temps, il y a beaucoup de choses qui viennent de vous. Moi, il y a énormément de projets que j'ai, de travaux à venir, hein, que j'ai eu parce que j'ai des amis, parce que j'ai des amis metteurs en scène, parce qu'en parlant d'un spectacle qu'on va faire, on commence déjà à en imaginer d'autres, mais je ne sais pas si ça vient d'eux ou si ça vient de moi, ça vient ensemble. Donc il n'y a pas ce côté, je suis à côté du téléphone et j'attends qu'il sonne. Ça, il y a très très longtemps que je ne vis plus ça, et merci. Merci, parce que c'est terrible à vivre. Vous avez dit le mot de confiance, qui est un très beau mot de la langue française. Je me souviens vous avoir entendu dire que cette confiance, vous la deviez certainement aux sœurs qui vous avaient élevée. Souvent, les gens disent « moi j'ai été élevée par les sœurs, ça ne s'est pas très bien passé, parce que bon, voilà ». Mais vous avez vécu votre scolarité chez les sœurs de manière totalement épanouie. Et en disant la confiance, elle me vient peut-être de ces sœurs-là. Moi, je crois que la principale sœur qui s'est occupée de moi vient de mourir à 96 ans. C'était sœur comment, ce que vous aviez donné? Madame Saint-Maurice. D'accord. Et c'est elle qui m'a mis en scène. On avait monté l'annonce faite à Marie. Voilà, vous en aviez parlé dans l'émission. Voilà. Et c'est elle qui nous avait mis en scène. Là, il y a 2 mois, un mois et demi, 2 mois. Et, vous étiez resté en contact alors? Ah oui, toujours. Oui, j'avais été la voir dans sa maison de retraite et tout. Oui, bien sûr, j'ai toujours été en contact. Mais je crois que... Alors, je pense que déjà, elles étaient des personnes exceptionnelles, mais tout le monde n'a pas le même avis que moi. Je pense même que dans certaines élèves qui ont été en même temps que moi, il y en a certaines qui disent « Oh, c'était pesant quand même ». Et moi j'ai jamais trouvé... Non seulement j'ai jamais trouvé pesant, mais j'ai trouvé surtout qu'elles m'ont apporté énormément. Et elles m'ont apporté, vous avez raison, il n'y a pas qu'elles, mais elles m'ont apporté cette confiance. J'ai mis longtemps à la maintenir, cette confiance en moi. Mais quand même, le germe est venu de ce moment-là. Parce qu'elles nous regardaient vraiment comme des personnes entières. Je veux dire. Je pense qu'aujourd'hui, le drame, c'est qu'avec l'éducation telle qu'elle est faite aujourd'hui, c'est difficile, l'environnement est difficile. Ça. Je ne suis pas sûre que les professeurs en France aient toujours le souci de donner à chaque enfant, à chaque élève, la confiance en lui. J'ai trouvé ça aux États-Unis, quand j'ai envoyé mon fils aux États-Unis. Et pourtant, il y a beaucoup de choses que je n'aime pas aux États-Unis, mais il y avait ça. C'est-à-dire tout de suite, parce qu'il n'était pas jugé sur uniquement les notes, il était jugé sur son comportement, il était jugé sur ses aptitudes. Mais sur un ensemble. Un ensemble. Et en France, on a un peu tendance à juger uniquement sur les notes. Mais nous, on était quand même dans un environnement d'éducatrices. Ce n'était pas seulement des professeurs, c'était des éducatrices qui voulaient nous armer et nous forger une force enfin, pour la vie qui nous attendait. Et en tout cas, moi, j'ai été une cliente absolument parfaite, non, mais en tout cas totale pour ce type. Elles m'ont donné surtout une exigence. Elles m'ont fait, je ne sais pas, j'ai pu, pendant toutes ces années d'études dans cet environnement-là, me projeter, m'engager dans une vie, dans un destin, parce que pour moi, quand même, la vie, c'est un destin, sans entrave et avec une grande force. Même si, après, une fois que j'ai été lâchée par l'éducation et qu'il a fallu que je me débrouille toute seule, j'ai eu des moments un peu houleux, un peu difficiles, ma vie privée, tout ça, mon premier mariage qui n'a pas été une réussite totale, puisque j'ai divorcé. Mais mes enfants, par exemple, j'ai eu ça aussi beaucoup avec mes enfants. Mes enfants m'ont donné confiance en moi. Moi, j'ai coutume de dire, je ne sais pas si je l'avais dit dans la dernière émission, mais j'ai coutume de dire que je suis née comme femme le jour où j'ai mis mon fils au monde. Ah, je dis ça tout le temps, moi. Ah oui, vous dites ça? Oui. Ah oui, bah, je suis d'accord. Voilà. C'est ce jour-là que j'ai senti que j'étais une personne à part entière et qu'à partir de là, j'allais grandir à partir de cette vérité-là. C'est pour ça que j'aurais pas imaginé ma vie sans enfant. Je ne sais pas, je serais passée à côté de tout. Et c'est pas seulement le bonheur d'être mère, c'est simplement de savoir qui on est.
J'ai su qui j'étais à partir de ce moment-là. Donc mes enfants m'ont élevée et m'ont donné plus que confiance en moi encore, ils m'ont donné mon identité. Il a des enfants, Arnaud Dumont? Plein, 4 filles. 4 filles. Ah bon, on va le faire rentrer en plateau, alors qu'il participe à notre On va lui demander conversation. Le créateur du Requiem de la Nativité, si Arnaud Dumont veut bien nous rejoindre sur ce canapé rouge. Bonjour Arnaud. Bonjour. Installez-vous. Installez-vous. Je ne vous présente pas tous les deux. Non, hein. ça serait dommage. On va gagner du temps comme On va ça. gagner du temps, oui. C'est même vous qui allez finalement me le présenter, voilà, parce que vous êtes des amis. Donc, On se connaît déjà depuis pas mal de temps. moi, je suis un Oui, peu oui, l'intruse plusieurs années, là-dedans. oui. D'habitude, je présente les invités, mais là, vous vous connaissez déjà, de fait. On a voulu vous faire venir pour nous parler un petit peu plus de ce requiem de la Nativité. Surtout que je crois savoir que vous êtes athée. C'est pas grave, hein? Disons, C'est écoutez, j'ai une culture religieuse. J'ai été Qui chez les existe. jésuites, chez les. Oui, donc c'est je pas- suis Ah, lui, c'est les jésuites. de culture catholique. Je ne peux pas dire je suis croyant, non, en effet. Mais je m'intéresse beaucoup à la religion. Et vous faites un requiem. Pour un non-croyant, c'est quand même assez fantastique. Bizarrement. Non, et j'ai même fait une messe avant aussi. Ah oui, c'est un Voilà. récidiviste. Donc, ce qui m'intéresse, si vous voulez, c'est de prendre les textes et d'en tirer la part humaine. C'est-à-dire de m'expliquer, justement, Michael Lonsdale parlait des miracles, etc. Moi, j'essaye d'expliquer ce que c'est pratiquement un miracle. Je ne le crois pas tel quel, j'essaye de voir. Souvent, ce sont des choses symboliques. Et donc, voilà, j'essaye d'expliquer au ras de terre, à ras de terre, ce que c'est que les textes religieux. Donc, le Requiem, voilà, c'est une œuvre passionnante, le Requiem. Il y en a, je crois, 2000 déjà dans l'histoire de la musique. Donc, les Ça fait compositeurs s'y intéressent 2001 beaucoup. avec celui-là. Oui, voilà. Et- 2001, l'Odyssée du Du Requiem. requiem d'Arnaud voilà. Dumont. Et c'est une œuvre dramatique extraordinaire, parce qu'il y a de tout. Hein. Il y a le mystère, le premier, le délivre-moi du repos éternel, la petite lumière. Il faut préparer une petite lumière qui veille toujours qui éclaire toujours le mort, etc. Donc en fait, le mort, il n'est pas si mort que ça, puisqu'on met toujours une lumière. Et il y a le Dies Irae, le jour de la violence, le jour de la colère. De la colère, oui, qui est une œuvre violente, etc. Il y a le Paradisum, qui est cette espèce d'utopie extraordinaire. Voilà, donc il y a à peu près tous les sentiments humains qui se... Oui, c'est toute la vie dissipent. finalement qui défile dans un Voilà, requiem. et pour moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a d'humain dedans. Donc je reprends les textes qui sont sacrés, mais je leur retrouve de l'humain dedans. C'est ce qui m'intéresse. Ce que j'ai fait dans une messe aussi. Voilà. Et alors, aussi... C'est toujours très Pourquoi vous étonnant. riez? Parce que je ris parce que d'abord vous en parlez très bien et que je me dis quand on cherche l'humain, on cherche le divin. Donc finalement la boucle est bouclée, quoi. En fait, on s'aperçoit que l'homme, enfin l'être humain, fabrique des choses toujours plus grandes que lui. Enfin, pour moi, C'est la sensation que vous avez avec ce requiem. c'est-à-dire le Il vous Dieu, dépasse Dieu est créé par l'homme. C'est bon, un peu tout le monde ne le dira pas. Moi, c'est un peu la position de gens qui ne croient pas tout à fait. Mais l'homme crée toujours des choses plus grandes que lui. Par exemple, une cathédrale, c'est absolument ahurissant que des simples hommes puissent fabriquer Marie-Christine cela. Barraud. Le désir de Dieu est si tant est que ce soit une invention, Dieu. Oui, oui. Et comment tu expliques que ça soit dans l'homme, que ça soit venu comme ça dans l'homme de rien? Ah, je pense parce qu'il a besoin de ça pour, Il a pour besoin vivre. du- Oui, bien sûr. Oui. Nous avons tous besoin d'utopie. Notre vie Oh, est Dieu est une faite. très belle utopie. Oui, nous sommes faits d'utopie. Si c'est vraiment une utopie, c'est une belle. Discussion Une entre un utopie qu'on athée va et une rejoindre, croyante. qu'on va essayer de rejoindre, enfin, qui était quelque chose qu'on voit un peu au loin, vers lequel on va se diriger. En tout cas, il y a une chose qui m'apparaît, c'est que quand Arnaud il parle comme ça de textes religieux et tout, moi j'ai vraiment un dada en ce moment. C'est que je pense que pour des enfants qui sont élevés dans des familles qui sont non croyantes, que ce soit notre religion ou d'autres religions, c'est terrifiant s'il n'y a pas à la place éventuellement d'un catéchisme, au moins une histoire de la religion, des religions. Je pense qu'en ce moment, il y a un vrai déficit au niveau des enfants. Ils sont élevés sans qu'on leur parle de ce que c'est que les religions.
Et surtout des religions différentes de la D'abord, c'est leur. peut-être aussi pour ça qu'ils se tapent sur la tête, Oui. la gueule, pour être poli. Nous sommes des sociétés maintenant de plus en plus mixtes, et c'est vrai que c'est un peu scandaleux que les gens ne connaissent pas la religion du voisin, déjà. Déjà, ils ne connaissent Déjà pas... pour savoir un peu comment on voyage, enfin... Marie-Christine, vous vouliez dire? Non, c'est Non. ça, la même chose. Vous l'avez déjà eu, cette conversation en privé, quand vous êtes allé chercher Marie-Christine sur... Elle a dit tout à l'heure, il ne serait pas venu me chercher, je l'aurais super mal pris. Hein. Vous quand même être clair. Non, Ou quand vous êtes venu on chercher n'avait pas Michael besoin Lonsdale, d'avoir- qui est sur ce projet, non, vous n'avez pas ce genre de discussion. Non, parce que moi, quand j'écoute Marie-Christine, là, je l'écoutais en régie, bon, j'ai la même boulimie qu'elle, et donc on n'a même pas besoin d'en parler. Enfin, on en parle en lisant les livres en commun, quoi. Je veux Bah dire, tiens, c'est- Arnaud Dumont, qu'est-ce que vous avez retenu de cette première partie d'émission? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont dites. Hein. Marie-Christine, elle est dense dans son propos, donc c'est intéressant. Il n'y a pas de parole bah, de perdu, il n'y a pas de temps de perdu. Il y a une phrase comme ça qui vous a marqué, ou une idée qu'elle a pu exprimer qui vous a marqué? Une grande intelligence d'abord de son parcours, et j'ai bien aimé aussi ce qu'elle, adolescente, elle avait déjà, bon, elle parle de sa vocation, elle avait déjà lancé son projet de vie des adolescents. Oui, il était déjà là. en place parce qu'il était en elle, tout simplement. Mais est-ce qu'il faut être révolté pour faire vos métiers? L'un musicien, l'autre comédienne, musicienne, hein, on a bien compris la frontière. Révolté très souple. contre le train-train, révolté Mais- contre et oui, l'endormissement. je te coupe, ce qui m'a intéressé, c'est qu'elle dit, oui, j'avais pas tant de talent que ça. Et là, vous avez tiqué à dire, oui, mais il faut que ce soit bon quand même. Oui, mais justement, ce sont les gens qui ont envie de faire ça, qui le font. Les autres, il y a des gens de grand talent qui n'y arrivent pas. Parce que justement, tout est donné. C'est pas, le talent, franchement, c'est rien. Moi, je dirais c'est 20%. C'est vouloir comprendre. En fait, alors je reviens à ça. Alors ça, c'est le Requiem de la qui Nativité. Je m'intéresse- crois bien que j'ai jamais cité l'église, à l'église de la Madeleine, Ah il faut oui. quand même que je le dise, le 18 décembre prochain. Ce qui m'ennuie beaucoup dans la musique, c'est qu'on n'entend pas les textes. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand vous entendez chanter une œuvre religieuse, on n'entend pas les textes. On ne les comprend pas. On les comprend pas. Et Voilà, c'est pour ça plutôt que j'ai mis à peu près un petit tiers de texte Ah, il y a beaucoup, au milieu de textes du parlés. Requiem pour méditer sur les textes latins. Pour qu'enfin on essaye de comprendre ces textes, en tout cas de les méditer, les questionner, etc. Donc je les questionne en quelque sorte, avec une lettre de la sœur de Rimbaud, décrivant son frère, l'agonie de son frère, par exemple, des choses comme ça. Et Mais c'est pas j'aime bien forcément des mêler textes sacrés, littérature alors. et musique, Non, je vous ai dit, il y a exactement il y a de comme tout, hein. Marie-Christine. Il y a aussi des textes profanes. Hein. Ouais. Oui, C'est oui, un Et c'est vous qui mélange. avez choisi les textes, Arnaud? Oui, Ah bah oui. oui, oui, Ouais, oui. tous les textes. et J'en qui ai les avez écrit mis- certains aussi, puis j'en ai choisi d'autres, etc. Mais il y en a des milliers sur la mort. C'est un sujet évidemment, qui est un sujet d'avenir. Alors moi, je voudrais vous dire comment je voudrais mourir. Ah, alors, attendez, Marie-Christine Barraud, comment aimeriez-vous mourir? Arnaud, il y a la même question pour vous après. Hein. Oula. Je voudrais mourir comme ma grand-mère paternelle que j'ai pas connue et qui est morte dans les bras, pas vieille, hein, elle était plus jeune que ce que je suis aujourd'hui. Elle est morte dans les bras de son fils et les dernières paroles, c'était « Si tu savais, c'est merveilleux ». Ah oui. Et donc, je pense à ça tout le temps, parce que je ne veux pas être prise au dépourvu. Quand ça va m'arriver, je veux pouvoir dire ça. Il me semble d'abord que la mort, c'est vraiment le point final de notre vie, mais l'un ne va pas sans l'autre. Je veux dire, il ne faut pas rater. Si on a vraiment le désir d'avoir réussi quelque chose dans sa vie, il ne faut pas rater sa mort. Et j'espère pouvoir avoir le temps et l'énergie de penser la même chose. Et de dire, C'est très très beau. si tu savais, c'est merveilleux. Ça rappelle cette épitaphe qu'a mis Françoise Dolto sur sa tombe, « N'ayez pas peur Ah, ça me rappelle, Ça me plaît aussi. Ouais. ça me rappelle un certain Jean-Paul II. Ah, non peut-être oui. aussi. N'ayez peut-être pas aussi. peur. Oui, c'est ça. Peut-être aussi. N'ayez pas Peut-être peur. De aussi. toute façon, de manière générale, la peur est mauvaise conseillère. N'empêche que lui, il est tourné autour du pot sans nous en parler. Alors, vous aimeriez mourir comment, Alors Arnaud moi, Dumont? j'ai pas la maturité de Marie-Christine et je pense que j'en ai encore peur, donc je ne peux pas encore accepter de dire que ce que j'aimerais faire. Mais Il faudrait que je Requiem, travaille un peu la question. Un requiem, ça ne sert pas justement un petit peu à apprivoiser cette C'est peur peut-être se protéger C'est peut-être aussi. pas par hasard C'est peut-être qu'il a de se choisi protéger d'écrire. aussi. Non, mais
J'espère Tous les que deux, ça on n'est va y pas... arriver à le creuser un peu. J'espère que ça n'est pas prémonitoire. Déjà, il ne faut pas être superstitieux. Oh bah non, ouais. Et Non, mais c'est pas anecdotique, un requiem. Je pense que je l'ai fait. Enfin, il y avait plusieurs moutures. Et ça fait déjà 6 ans. Puis après, il a augmenté. Je l'ai fait. Je n'avais pas encore connu de deuil important, et je voulais le faire dans une période, j'allais dire heureuse, enfin sans douleur. Je voulais pas que ce soit un requiem où je parle de moi d'une manière, voilà. Je voulais le faire justement comme ça. Alors maintenant, d'autres choses sont arrivées, mais peu importe, c'est autre chose. Maintenant, je ferai autre chose. Mais ça donne peut-être de la ferai une profondeur. Oui. Non, mais c'est vrai, le 18 décembre prochain, à l'église de la Madeleine, Voilà. quand Marie-Christine sera en train de lire, Michael Lonsdal, je n'ai pas cité les autres personnes, il faudrait quand même qu'on les cite. Il y a Clara Dumont. Clara Dumont et Paul Bouffartigue. Un petit rapport avec vous, Clara Dumont, peut-être? Oui, c'est ma fille aînée. D'accord. Et dirigée par Agnès Tocchetti, qui est donc la grande prêtresse qui organise le tout, qui dirige les chœurs, les comédiens et tout. Tout ce monde-là est réuni à l'église de la Madeleine le 18 décembre prochain. Tout le monde est dedans. Vous, entre-temps, on a compris qu'il était arrivé pas mal de choses dans votre vie et qui est un peu plus douloureuse que ce qu'elle n'était quand vous l'avez démarré. Il va prendre une toute autre ampleur, ce requiem. Et puis peut-être aussi pour vous, Marie-Christine, vous avez des morts, vous aussi. Est-ce qu'à ce moment-là, on les associe, puisque là, je l'ai dédié à un de mes ex... Je dis un de mes ex-beaux-pères, parce que j'étais marié plusieurs fois, et que j'aimais beaucoup. Et c'est vrai, oui, ça... C'est chargé, un requiem, mais après coup, hein. si je puis dire, après coup. Après coup. Marie-Christine, vous allez y associer ou pas du tout? Vous dissociez ça complètement de vos morts? Non, je dissocie. Moi aussi. J'avoue que je ne... par contre, les gens m'a fait remarquer, parce qu'il a déjà été donné pas mal de fois, sont très émus. Alors, probablement, ils sentent des choses dedans. En même temps, on ne peut pas savoir. Hein. Moi, je vous dis ça, mais au moment où je serai dedans, il est possible que tout d'un coup, un mot, une phrase, une note de musique et tout me rappelle des choses intimes, mais on ne peut pas le savoir à l'avance. De toute façon, on se sert globalement de nos expériences de vie pour faire ce métier, mais on s'en sert pas, enfin en tout cas moi pas, de moment par moment. Je veux dire, on va pas commencer à dire tiens, je vais repenser à tel moment où j'étais malheureuse pour pouvoir exprimer le malheur. On exprime le malheur d'un personnage, on n'exprime pas le malheur. Alors là, c'est pas un personnage parce que c'est puis un artiste n'est pas là pour être ému, il est là pour émouvoir. Oui, puis il est là surtout c'est pas son job de fondre en larmes. Non. Mais c'est de toute façon, c'est pas l'humeur, c'est pas la couleur de ce requiem. Oui, parce qu'il se termine en fait. Plutôt presque de façon. Il se termine en fait puisqu'il y a une naissance qui arrive. Oui, c'est ça. L'idée, c'était de refaire la boucle. Donc le nouveau-né, se termine par cette phrase: bienvenue à toi bienvenue au monde, toi qui n'es jamais mort. Donc il s'adresse à un nouveau-né qui va reprendre une sorte de contre-pouvoir de la mort. Marie-Christine, je ne trouve pas ça touchant, la recherche de cet homme, Arnaud Dumont, qu'on rencontre grâce à vous, qui dit oui, moi j'ai une culture catholique, je ne crois pas vraiment, mais alors j'ai jamais vu un athée aussi pratiquant, moi. Hein. Il ne pratique pas en allant à la messe, il pratique en écrivant un requiem, ce qui est un investissement de temps considérable et d'inspiration et de soi. Enfin, vous y avez mis toutes vos tripes, j'imagine, tout votre savoir de musicien. Oui. Vous êtes l'athée le plus pratiquant que je connaisse, Arnaud Dumont. Vous êtes au courant quand même. C'est pour ça que je rigolais tout à l'heure. La première fois que je l'ai entendu comme guitariste, c'était les leçons de ténèbres. Oui, j'ai écrit des leçons de ténèbres aussi, oui. Et c'était avec, il avait mis des bougies. 9 bougies, comme et ça. À chaque leçon, il éteignait une bougie. En et soufflant dessus. Je vous assure qu'il y avait une atmosphère. Et c'était dans une église. Hein. Tiens donc. Aux billettes. Les rituels religieux, notamment catholiques, sont infiniment théâtraux. Ce sont des pièces de théâtre. Et d'ailleurs, l'histoire du Christ est à peu près le meilleur scénario qu'on ait pu imaginer. C'est quand même extraordinaire comme scénario. Il y a tout. Oui. Il y a tout. Oui, très original comme scénario. Oui, à la fois original et très universel, ce qui fait son succès. La croix. La croix, c'était de l'époque. Maintenant, il y aurait la chaise électrique ou je ne sais quoi. Je me vois bien avec une chaise électrique autour du cou, moi. Vous êtes gentil, Arnaud Dumont. Non, mais je veux dire, tout ça, il faut le transposer. Ce sera quoi la prochaine étape de votre recherche de « je ne suis pas croyant, mais je ne pense qu'à ça » ? Une passion, figurez-vous. Une passion, oui, je crois pas. Tiens donc. Marie-Christine, vous le découvrez là ? Ah oui, ça m'en a jamais parlé. Il ne dit pas tout. Hein. Non.
Non, mais Une c'est vrai, passion une là passion. aussi que je vais réinterpréter à ma façon aussi. Je vais essayer de la... Plutôt dans le sens Pasolini du terme. Bah oui, Voilà. Quitte à faire, bah, tant qu'à faire. tant qu'à faire. Autant aller chercher Pasolini. Voilà, plutôt qu'autre chose. Voilà. Plutôt que Claudel. Oui, c'est ça, voilà. Mais vous faites ce travail sur les autres religions aussi, ou c'est vraiment, non, votre religion de Malheureusement, départ je ne suis pas assez cultivé pour le faire sur les autres, Oui, puis ça vous intéresse mais je suis peut-être moins. certain que d'autres personnes dans d'autres religions feront aussi ce travail. Mais alors, excusez-moi, mais vous l'avez peut-être déjà expliqué, moi, je n'ai pas compris. Comment on trouve l'inspiration quand on n'a pas la foi? Je veux dire, Mais parce que vous avez qu'à lire les textes, ce que je vous ai dit au début, c'est éminemment humain. je crois qu'il faut que j'y aille le 18 décembre à la Madeleine. Je crois que je mais ne comprendrai dire, pas tant que j'y serai pas. les Ah, textes oui. latins sont éminemment humains, si vous les lisez bien. Quand on dit La requiem, c'est divin. repos oui, mais non, c'est pas dit. Oui, mais ça commence par donne-moi le repos éternel et qu'une petite lumière t'éclaire dans l'infini. Enfin, c'est déjà rien que cette phrase. Vous pouvez déjà y penser pendant des heures et voir des choses énormes. Vous savez qui me fait penser, Marie-Christine Barraud, à Xavier Beauvois, celui qui a fait Des hommes et des dieux, athée, Ah oui, et aussi. qui fait un des plus beaux films qui soit sur la religion Et catholique. sur la foi. C'est un peu le même Ça me fait un principe. peu assez plaisir parce que j'ai beaucoup aimé ce film. Ouais, Et je me questionnais aussi qu'est-ce qui m'avait ému dans ce film. ouais. Et je crois que peut-être la chose la plus importante, c'était la fraternité dans cette communauté. Vous voyez, là encore, de l'humain. Mais par contre, cette fraternité, si elle existe, c'est qu'ils pensent à plus haut que... Mais c'est la fraternité qui m'a ému là-dedans. Et c'est vrai qu'ils ne pouvaient pas faire autre chose que de rester. Parce que finalement, ils étaient là, c'était leur job, c'était leur... Non? Tu l'as vu, toi, le film? Ouais, je l'ai adoré. Tu as peut-être vu être ému par autre chose ou... L'engagement surtout, le courage d'aller au bout d'un choix et Oui. d'un engagement personnel. Je trouvais ça C'est vrai. ça aurait pu être, tu vois, c'est de ça que le monde d'aujourd'hui pêche un peu. Enfin, ça n'empêche pas qu'il y ait des gens qui expriment ça, mais c'est vrai que c'est moins qu'avant. Et là, j'ai trouvé que c'était... Enfin, mais c'est vrai que c'est un film, d'ailleurs, s'il a autant marché, c'est qu'il a parlé autant à des croyants qu'à des non-croyants. Ouais. C'est pas du tout un film pour happy Oui, puis few il mélange il un peu de transcende tout religion. ça, quoi. En plus, déjà, ce qui est excellent aussi, c'est qu'il met des gens, il montre que nous sommes tous pareils, en fait. C'est très beau ce mot engagement que vous dites, Marie-Christine. Quel est le plus gros engagement, quel est le plus important engagement que vous ayez pris dans votre vie, qu'il soit professionnel ou personnel, enfin, celui qui restera, celui dont vous vous souviendrez à la fin, vous savez, quand vous mourrez en pleine conscience et que vous direz c'est Oui, merveilleux. Je pense que professionnellement, il y en a eu, mais enfin, je veux dire, il y en a plusieurs. Tandis que dans ma vie, je pense que mon amour pour Vadim et cet amour jusqu'à son dernier souffle, c'était un espèce d'engagement où je me suis plus jamais reprise et je suis jamais revenue en arrière, et y compris au moment où j'ai compris que ça allait être une douleur et une souffrance terrifiante, j'y ai été à fond, quoi, jusqu'au bout. Et c'est un engagement sur lequel je vis aujourd'hui. Qui vous fait vivre encore, qui Ah oui. vous tient debout aujourd'hui. Ah mais c'est même plus que tenir debout, qui me brûle, c'est comme un feu, c'est comme la boule d'énergie qui fait que je vivrai selon cet engagement-là jusqu'au bout de ma vie. Ça fait envie, hein. Qu'est-ce que c'est beau. Et vous, Arnaud Dumont, c'est... Je pensais un peu, le Oui. livre, on en a parlé d'ailleurs de Marguerite Yourcenar, qui s'appelle « Mourir les yeux ouverts ». Et moi, j'aimerais ça aussi. Mais sans trop souffrir, parce que je suis douillet. On en est tous là, Arnaud, hein. Non, mais c'est exactement comme ma grand-mère. Si tu savais, c'est merveilleux. Mourir les yeux ouverts, C'est-à-dire continuer à regarder le monde, quoi. Voilà. Et Enfin, être un sujet jusqu'au bout, être sujet de sa vie. Oui, continuer à être responsable du monde. C'est pour ça qu'il faut se fond. battre contre les tuyaux et les choses comme ça à l'hôpital qui vous volent votre mort, d'une certaine façon. Et essayer d'imposer, si on doit mourir d'une maladie, bien sûr, imposer qu'on vous laisse quand même votre conscience et votre identité jusqu'au bout. Ils s'entendent bien, ces deux-là. C'est chouette de vous écouter. Non, mais c'est bien, moi je suis au repos, là. Je fais rien, je vous écoute discuter. Allez, on va se rassembler un petit peu. Mesdames et messieurs, c'est l'heure du terrible questionnaire inattendu, tremblé, invité. C'est l'heure
Mais je n'étais même pas au courant. Non, mais je préviens jamais. Mon agent ne m'a rien dit. Vous verrez avec votre agent Marie-Christine Barraud, le questionnaire inattendu. En attendant, l'agent, c'est plutôt toi. Arnaud Dumont, quel est le mot que vous préférez ou le mot qui vous parle le plus, que vous aimez mâchouiller? Bon, allez, Le mot ou la devise? Allez, on va élargir un peu. allez, amour. C'est un peu banal, mais bon. Ça dépend ce que vous mettez dedans, mais Écoutez, le résultat, Marie-Christine ne pourra plus l'utiliser. Hein. C'est pas très sympa ce que vous faites. Non, mais j'avais pas envie de l'utiliser. D'accord. alors On s'arrête là? Amour, oui, tout court? oui. D'accord. Bien. Amour Marie-Christine. toujours, amour tout court. Amour toujours. Marie-Christine, c'était Ah, pas mais ce moi, mot-là. j'ai toujours la même réponse, c'est oui. Ah, oui, c'est pas mal. C'est le plus beau mot de la Bible, ça, oui, non? Oui, je trouve que c'est le plus beau mot. Parce que c'est un mot qui englobe tout, qui englobe une façon de vivre, une façon d'aimer, une façon d'avancer. Pour moi, oui, c'est vraiment. Et puis surtout, oui, ça veut dire que ça répond à quelque chose, soit une proposition du destin, soit à quelqu'un. Donc ça veut dire se relier aux autres. On ne se dit pas oui à soi-même, on se le dit un peu, mais ce n'est pas vraiment ce oui-là. C'est le oui aux autres et à la vie. Si vous pouviez, vous pouvez d'ailleurs, hein, on verra, organiser un repas. Vous avez 5 invités de votre choix. Mais quand je dis de votre choix, ils peuvent être morts il y a très 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 longtemps. Ou des gens que vous n'avez jamais connus, c'était d'un autre siècle, ou ils n'ont peut-être même jamais existé. Voilà. Qui invitez-vous chacun à ce repas? Ça, il aurait fallu réfléchir avant. Alors c'est Arnaud qui va répondre en premier pour on le va coup. sortir, on va rentrer chez soi, on va dire mais pourquoi j'ai pas dit machin, et pourquoi j'ai pas dit un tel? Il va m'en vouloir. Oui, mais je pense que, vous voyez, moi j'allais dire, moi j'ai une grande passion pour Victor Hugo, par exemple. Ah oui. Mais finalement, vous savez, les gens célèbres ou géniaux, etc., quelquefois dans les repas, ils sont d'une banalité, c'est pas forcé. vous Hugo, savez. je suis pas sûre, il devait être bien dans un repas. Oui, mais enfin, Faites-vous plaisir, dites-vous qu'ils sont je tous pense- bien. beaucoup parlé, je suis pas sûre qu'il je écoutait. pense on a un peu tendance aujourd'hui à inviter toujours les gens et à ne pas lire les œuvres. Et je pense qu'il faut retourner aux œuvres. Ah, le but de la question, c'est de savoir qui vous admirez aussi. Donc Hugo, allez, en voilà un. Jésus, parce que vous lui consacrez votre vie musicale, il me oui, semble. puis ça sera un scoop en plus. Bon, alors, avant qu'il me le dise, parce qu'il va me l'apprendre, moi, sœur Emmanuel. Ah, alors, oui, sœur j'aime Emmanuelle, beaucoup. elle ne peut plus venir chez vous, elle est chez J'aime Marie-Christine. beaucoup. Oh, Bah, on peut faire c'est des pris. on ne fera pas le dîner le même soir. Voilà, c'est ça. C'est vrai que, Ouais. oui, beaucoup de. Ouais, j'aime beaucoup cette femme. Ouais. Je l'ai souvent écoutée. Il y a un dynamisme très. Qui vous correspond bien. Oui, et qui est très entraînant, qui est très stimulant. Oui, Georges Marie-Christine. Sand. Georges Sand. On se dirige vers le dîner de femmes hein, chez Marie-Christine. Je pense qu'elle va nous rajouter Madame de Maintenon dans pas longtemps. Non, peut-être pas pour Non. le dîner. Pas pour le dîner. Bon, je vous signale qu'il vous en manque 3 du côté de Marie-Christine Oui. et 2 du côté Non, de... t'as dit Victor Hugo, c'est tout ce que t'as dit. Oui. Il a dit Victor Hugo, il a piqué Sœur Emmanuel. Ah, Jésus, on peut- il a je dit te la prête. d'accord. Je te le prête. Ah oui, Jésus, c'est vrai. Il a dit d'accord. Et alors, vers qui Ah vont là là. vos admirations, pas forcément artistiques d'ailleurs, pas forcément religieuses? Ah, comme je vous sèche tous les deux. Oui, parce qu'il Bah y en oui, a oui. tellement, et en même temps, je ne voudrais pas en privilégier. Bah oui. Je ne sais pas. Je pense peut-être que je mangerai seul, là. Pour l'instant. Non, mais parce que c'est vrai, tu as raison sur les œuvres. C'est Oui. vrai qu'on Oui. peut admirer, par exemple, moi j'adore Chopin comme musicien, mais je ne suis pas sûre que j'ai envie de dîner avec Chopin. Mais c'est pas hein. grave, vous le laissez jouer du piano pendant que vous mangez avec les autres. Non, demande de faire ce l'accompagnement. ce que je voulais dire, c'est que souvent, aujourd'hui, on a tendance à mettre la personne avant l'œuvre. Enfin, je parle des gens qui ont fait des choses. Et bon, voilà, je pense Voilà, qu'il comme, voilà. faut lire les œuvres, il faut écouter les œuvres. Alors, comme c'est un dîner de femmes chez moi, je vais aussi mettre Marguerite Yourcenar. Ah bah oui. J'adore aussi, vous voyez, c'est la même. Hein. Moi, Je pense que vous faut allez faire qu'on votre change de dîner. jour. Vous allez faire votre dîner en commun, ce J'ai sera aussi adoré bien. Marguerite Yourcenar Ouais. aussi. Et alors beaucoup. maintenant, puisqu'on n'a plus que des femmes, il Ouais, faut que je ouais. trouve une dernière femme, Marie Curie. Ah bah oui, évidemment, que vous avez Ça y est, interprété je la connais moins. brillamment. Je la connais, moi. Mais je suis pas sûre qu'avec Marie Curie, on rigolerait beaucoup. Hein. Pas dit. À mon avis, elle dirait rien. C'est pas un bon dîner, ça. Niveau maîtresse de maison, parce que Yourcenar, elle parlerait sûrement. Georges Sand aussi. Sœur Emmanuel, elle parlait. Non, mais elle tient le crachoir, Sœur Emmanuel. c'est vrai. Eh bien, j'en ai que 3, il m'en manque encore. Non, je crois qu'on avait tout le monde. Ah bon. Qu'est-ce qu'on avait? Oui, j'en ai oublié au passage. Mais... Non, il m'en manque une 5e, mais tant pis. Hein.
Voilà. Non, mais il y a des musiciens aussi. Bon, Bach, ça serait pas mal, mais enfin, je vous dis, En accompagnement on aussi, serait Bach. tellement écrasé par un tel comme ça. Oui. Gustave Mahler, j'aurais adoré. Bach aussi, et Hugo ensemble, Oui, oui. sympa. Oui, oui. Qu'est-ce que Ah vous- si, Bruegel aussi, j'adore Bruegel, oui. le peintre. Il oui, peindrait oui. la scène pendant ce Oui, temps-là. oui, 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 Voilà, oui, il oui, rajouterait des oui, petits oui. chiens et Eh des bien, petits chats. moi, j'aurais beaucoup aimé mon grand-père, parce que je ne l'ai pas connu. Ah, Ah, ça, c'est Et joli, mon ça. grand-père était peintre, un merveilleux peintre cubiste, et donc je vis avec ses tableaux, mais je n'ai pas connu Je mon les ai vus, grand-père. oui, oui, Et j'aimerais oui. énormément. Et je pense qu'il disait des choses qui me plaisaient beaucoup. Il disait, enfin, il disait des choses sur Il avait aussi une spiritualité. Je ne pense pas qu'il avait la foi, mais je pense qu'il y avait une spiritualité. Et voilà. Et j'aimerais énormément le connaître. L'autre jour, j'ai dîné avec mon petit-fils qui avait 10 ans. Et pour son anniversaire, je l'ai emmené au restaurant. Et il m'a dit, qu'est-ce que c'est triste, comment on pourrait faire pour faire revenir les gens qui sont morts et tout ça. C'est triste la mort, il me dit. Et je lui dis, mais attends, à 10 ans, c'est très très loin. Il me dit, non, c'est pas ça. C'est pour faire revenir les gens qui sont morts et que j'ai pas connus et que j'aimerais connaître, mon grand-père, mon arrière-grand-père, tout ça. Et j'ai trouvé que c'était très Très bien, juste. très juste de dire ça de la part de ce petit garçon. Et de temps en temps, voilà, moi aussi. Alors cette fameuse grand-mère qui est morte en 10 ans, voilà, c'est merveilleux, mais c'est pas du même côté. Et mon grand-père de l'autre côté, voilà, deux personnes. J'aimerais beaucoup passer au moins une soirée avec eux. notre émission va se terminer. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à tous les deux pour la suite de vos vies? On va voir large, hein, on va voir au-delà du 18 décembre et de ce requiem de la Nativité à l'église de la Madeleine. Donc, oula, on peut rien vous souhaiter pour la suite? Non, non. Qu'est-ce qu'on peut nous Arnaud, souhaiter on vous souhaite Pour la quoi suite pour la suite de votre vie? Moi, je sais pas si je veux qu'on me souhaite quelque chose. Bah, je vous souhaite une belle juste, passion. C'est à moi de continuer à travailler. Une Tant belle mieux passion. si les gens De ne pas vous aident un peu. De ne pas être empêché. Voilà, de pouvoir continuer à faire tout ce que je fais avec autant de passion et De d'énergie. souffle. Ouais. Et de ne pas être empêché par des choses extérieures, je ne sais pas, la maladie, la fatigue, des choses comme ça. Voilà, ça Garder oui. le feu sacré, quoi. Mais ça j'ai Le pas feu peur de le sacré. perdre, moi. J'ai Ouais, juste oui, peur ouais. qu'à un moment donné, il y Elle en a distribue, elle. éventuellement quelque chose qui m'empêche, quoi. Oui. De toute façon, je suis très fascinée par les gens qui ont été empêchés. Tout souvent, j'ai envie de faire des spectacles sur les femmes qui ont été empêchées, par exemple, parce que vraiment, pendant des siècles, elles ont été empêchées, Oui, oui, parce qu'elles étaient la femme d'eux ou la Et sœur de leur offrir d'eux. votre Je pense à la liberté. sœur de Mendelssohn, je pense à Fanny. Alma Mahler même, enfin, qui a Ouais. une vie extraordinaire, mais qui n'a pas pu exprimer ce qu'elle voulait. Enfin, en tout cas musicalement, et je suis fascinée par ça, cette bataille continuelle pour qu'on nous laisse exprimer les choses. Ben moi, je vous souhaite donc à tous les deux, puisque c'est cet appel-là que vous formulez, d'accéder à cette liberté que vous réclamez de Mais tous vos tant voeux. que Arnaud me fera travailler, Voilà. tant que nous pourrons faire des choses ensemble. Ben vous formez un beau couple de travail, hein, croyez-moi. Arnaud Dumont, Marie-Christine Barraud, je vous remercie infiniment. Très bon requiem le 18 décembre, on reviendra écouter ça. Merci. Merci.